Bonjour et bienvenue dans ce qui constituera la séance 2 de la séquence 8 d'histoire du programme de 4e consacrée, je vous le rappelle, à l'âge industriel. La dernière fois, nous avons élaboré ensemble une carte assez riche, documentée, de la naissance de l'industrialisation de l'Europe avant 1914. Et donc aujourd'hui, après avoir planté le décor spatial, nous allons planter le décor temporel, chronologique. Nous allons préciser ensemble, identifier quelques temps forts de l'âge industriel et également quelques acteurs majeurs également de l'industrialisation du monde au XIXe siècle. Grand B, les temps forts de l'âge industriel. Et donc sans surprise, la problématique est assez évidente à saisir. Quels sont les épisodes clés, mais aussi les personnages marquants, des bouleversements économiques et sociaux, culturels, idéologiques, provoqués par l'industrialisation au XIXe siècle. Alors, notre prise chronologique, comme vous pouvez le voir, balaye tout le XIXe siècle, puisque l'âge industriel s'étend sur ce siècle, mais néanmoins, on peut distinguer deux périodes clés, deux séquences chronologiques clés que j'ai fait apparaître par deux couleurs différentes. Une première révolution industrielle, parce que même si certains historiens ne sont pas d'accord avec l'emploi de ce terme, on peut quand même parler de révolution industrielle. Une première révolution industrielle qui serait fondée sur le charbon et sur l'acier. C'est celle que nous étudierons à travers le groupe industriel Krupp à Essen en Allemagne. Puis, donc ça c'est une période qui va s'étaler de la fin de l'Empire napoléonien, sans qu'il y ait un rapport direct, c'est à peu près à partir de 1815, jusque dans les années 1880-1890. Bon, l'essentiel du 19e siècle. Et puis ensuite, une deuxième révolution industrielle qui va prendre le relais, qui va compléter la précédente, qui elle sera fondée sur de nouvelles énergies, sur le pétrole et l'électricité. Et puis, alors que la première révolution industrielle reposait sur la locomotive à vapeur, par exemple, la deuxième révolution industrielle va reposer sur la voiture automobile à essence, celle que vous et moi nous connaissons encore aujourd'hui. Alors, le premier repère clé de notre séquence, qui s'inscrit dans cette première révolution industrielle fondée sur le charbon et l'acier, c'est justement les années 1827-1887. Pendant une soixantaine d'années, l'Allemand Alfred Krupp devient le roi de l'acier européen depuis son quartier général situé à Essen. Le deuxième repère clé, c'est l'année 1848 à Londres, c'est-à-dire dans le berceau de l'âge industriel européen. Deux hommes vont signer un livre qui fera date dans l'histoire sociale de l'Europe et même du monde, à savoir le manifeste du Parti communiste, c'est le titre de cet ouvrage, donc rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels, deux Allemands exilés en Angleterre.
Et ça va être la naissance d'une idéologie majeure que nous étudierons au cours de la séquence. Et cette idéologie, on pourra lui donner plusieurs noms: socialisme ou marxisme, voire communisme. Le troisième repère se situe toujours dans cette première révolution industrielle fondée sur le charbon et l'acier. Nous sommes en 1864. Là, nous faisons une intrusion dans l'histoire nationale, dans l'histoire française. C'est en 1864 que les ouvriers, les mineurs, les salariés obtiennent pour la première fois le droit de grève en France. C'est-à-dire qu'à partir de 1864, un gréviste n'est plus considéré comme un hors-la-loi. Il ne risque plus la prison, ou il ne risque plus la mort pour s'être fait tirer dessus, comme ça a pu arriver avant, par les gendarmes ou les militaires. Par contre, ça n'empêche pas les patrons d'avoir le droit de licencier un ouvrier pour fait de grève. Autrement dit, faire grève, c'est encore un acte fort et risqué de la part d'un ouvrier. Mais au moins, c'est légal, c'est reconnu par la loi depuis 1864, à la suite d'un dur combat. « 20 ans plus tard, et c'est toujours en France, c'est toujours une date de notre histoire nationale, 1884, nouveau progrès social, nouvelle conquête des droits par les salariés, les ouvriers, les mineurs. C'est la loi Waldeck-Rousseau qui autorise le droit de se syndiquer en France, c'est-à-dire le droit pour des salariés, des ouvriers, des employés, de se réunir dans le but de défendre leurs intérêts communs contre le patronat essentiellement. Et la liberté syndicale complète le droit de grève, puisque l'arme principale des syndicats pour faire plier les patrons dans une négociation, au 19e comme au 20e, voire au 21e siècle, eh bien, ça reste l'arme de la grève. Cinquième repère, nous sommes le 1er mai 1891. Le 1er mai est une date très symbolique, puisqu'elle est devenue, cette date du 1er mai, le jour de la fête du travail. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un jour de lutte et de manifestation pour les travailleurs un peu partout dans le monde. Et ce 1er mai 1891, en France, à Fourmies, dans le Nord, eh bien, ça se passe mal, puisque la manifestation dégénère, la troupe ouvre le feu et fait 9 morts parmi les ouvriers en grève. Et cette date nous rappelle que les relations entre les patrons et leurs ouvriers sont souvent tendues, et que des dérapages de violence ne sont malheureusement pas à exclure. Et l'exemple de Fourmies est un exemple extrêmement emblématique des tensions sociales de l'époque, qui a constitué un traumatisme durable pour le monde ouvrier. 1er mai 1891, la fusillade de Fourmies. Sixième et dernier repère chronologique qui, comme le précédent, s'inscrit plutôt dans la deuxième période, la deuxième révolution industrielle, celle qui voit le pétrole et l'électricité s'installer, s'imposer. Nous sommes le 15 mai 1891, c'est-à-dire une petite quinzaine de jours après la fusillade de Fourmies. Alors là, c'est un événement qui est très pacifique, mais qui va avoir une certaine portée, particulièrement auprès des catholiques, puisque le pape Léon XIII écrit
un texte qu'on appelle l'encyclique Rerum Novarum, qu'en français on peut traduire par les temps nouveaux. Et dans cette encyclique Rerum Novarum, Léon XIII va renvoyer dos à dos l'idéologie libérale, celle des patrons, et l'idéologie socialiste ou marxiste ou communiste, celle des ouvriers. Le pape va considérer que les deux idéologies sont mauvaises et l'Église catholique va proposer une troisième voie, ce que l'on appellera le catholicisme social. Alors, après avoir évoqué, identifié les 6 repères clés de notre séquence, il est temps de découvrir les personnages qui vont apparaître au fur et à mesure des séances. Et donc, le premier à apparaître, c'est Alfred Krupp, industriel prussien devenu allemand, qui va faire fortune grâce à l'industrie, qui va devenir le roi de l'acier européen, qui va bâtir sa fortune d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur une fabrication très spectaculaire quand on s'en sert, c'est celle des canons. Et oui, il va équiper l'armée allemande en canons, ce qui va permettre à l'armée allemande de triompher sur de nombreux champs de bataille et de vaincre notamment la France lors de la guerre de 1870. Et Alfred Krupp va être un des principaux acteurs de l'âge industriel mondial au XIXe siècle, et en particulier de la réussite industrielle. Deuxième personnage historique que nous rencontrerons au cours de notre voyage dans l'âge industriel au XIXe siècle, le pape Léon XIII, donc pape des catholiques, ça va sans dire, qui va donc se poser comme un arbitre entre les deux idéologies nées avec l'âge industriel, l'idéologie libérale, celle des patrons, l'idéologie communiste, celle des ouvriers, et qui va proposer donc une troisième voie, le catholicisme social, à travers l'encyclique Rerum Novarum de 1891. Troisième personnage, l'ennemi déclaré des patrons, le cauchemar des grands entrepreneurs du monde entier, Karl Marx, le théoricien du socialisme, qui va forger le concept appelé à un grand avenir de lutte des classes. Donc je vous expliquerai le moment venu de quoi il s'agit. Et donc il va fonder l'idéologie socialiste, et également parce que les idées c'est bien beau, mais les réalisations concrètes c'est encore mieux, il va fonder la première, puis d'ailleurs la deuxième internationale ouvrière depuis Londres. Et je vous expliquerai, le moment venu, de quoi il s'agit. Eh bien, il fallait évoquer l'idéologie libérale, la grande ennemie de l'idéologie socialiste, et qui de mieux pour l'incarner qu'un collègue d'Alfred Krupp, le grand patron français Henri Schneider, qui est l'héritier des usines du groupe Schneider du Creusot, dont j'ai évoqué les paysages lors de la première séance, quand on a fait la carte, et qui est donc un adepte, un défenseur du libéralisme, et il est l'alter ego français de Krupp, puisqu'il n'est ni plus ni moins que le roi de l'acier français. Et lui aussi aura son mot à dire au cours de la séquence.
Voilà les 4 grands acteurs historiques que nous rencontrerons au cours des différentes séances consacrées à l'âge industriel de l'Europe et du monde au XIXe siècle. Et vous noterez qu'il n'y a pas de femmes, dans la mesure où les femmes à l'époque sont écartées des postes de responsabilité. C'est vrai sur le plan politique, ça va l'être aussi sur le plan économique. Les femmes, on en trouvera, mais reléguées au rang d'employées ou d'ouvrières, c'est-à-dire des postes où elles n'auront pas les moyens d'exprimer une quelconque autorité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon apprentissage des repères chronologiques de la séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle page à tourner dans le grand livre de l'histoire de l'industrialisation de l'Europe et du monde, et nous la consacrerons à de l'histoire des arts. Et vous verrez que pour cette séance, j'ai mis les petits plats dans les grands, mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, c'est une surprise. Bonne journée et à bientôt.